Dans cet exercice, un central de PC 2019, on pose des fonctions φn de t qui sont définies comme ceci, et on considère l'espace vectoriel des fonctions continues de 0 à pi sur 2 à valeur dans R, et avec le produit scalaire, fg est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de fg. Donc déjà, on peut vérifier facilement que c'est bien un produit scalaire, donc ça c'est assez classique, ce n'est pas demandé ici. Mais on vous demande de démontrer dans un premier temps que la famille φn est orthonormale, puis de donner une expression du projeté orthogonal de G sur vec de φ k, pour G un élément de E. Et ensuite regardez quelle est la nature, le comportement de la suite Pn de f, où f c'est une fonction fixée qui est égale à x carré cos x, avec Python, puis prouver cette conjecture. Enfin, on va poser pour tout f dans E, u de f, qui est une somme d'une série de fonctions. Et on vous demande de vérifier que u de f est dans E, puis que u est un endomorphisme symétrique de E. Alors ici, cette dernière question me pose un petit peu souci, parce que la notion d'endomorphisme symétrique dans le programme n'est définie que pour un espace euclidien. Bon, ça ne changera pas grand-chose ici, parce qu'on va vérifier finalement la même définition, donc ça marchera plutôt bien quand même. Bon, en tout cas ici, donc, on nous demande d'abord de démontrer que la famille φn est orthonormale. Donc pour ça, on va d'abord vérifier que φn est bien une famille d'éléments de E, donc pas de problème. Et là, c'est pas précisé, mais c'est orthonormal pour le produit scalaire défini à la question d'avant, sinon il n'y a pas d'autre produit scalaire. Donc après, on doit calculer la norme de φn. Donc pour ça, je calcule φn scalaire φn. Je tombe sur du cos carré A. Cos carré A, on a une formule qui nous dit que c'est 1 demi de cos 2A plus 1. Et à l'aide de cette formule, on peut intégrer facilement, parce que le coefficient devant le t à l'intérieur du cosinus est différent de 0, parce que n est dans n, donc cette quantité est non nulle. Et finalement, on trouve que ça fait bien 1. Donc tout va bien. Ensuite, on a donc la famille φn qui est normée, donc maintenant il faut démontrer qu'elle est orthogonale. Donc on prend n et p, deux entiers avec n différents de p, et on calcule le produit scalaire φn phi p. Et en calculant ce produit scalaire-là, pareil, on tombe sur du cos A cos B, donc 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B. Et on peut calculer l'intégrale relativement facilement ici, trouver une primitive, parce que ces deux quantités-là, celle-ci et celle-là, sont non nulles parce que n et p sont des entiers, donc n plus p plus 1 va être non nul, et n et p sont différents, donc n moins p est non nul. Donc du coup, on peut trouver, et comme on est avec n plus p plus 1 qui sont des entiers, donc là c'est un élément de pi z, donc du coup ce sinus vaut 0, et pareil pour celui-là, donc du coup ça fait bien 0. Donc la famille est orthogonale, et donc la famille est bien une famille orthonormale. Donc ensuite on vous demande de calculer le projeté Pn de G sur cet espace vectoriel engendré par les φ k. Alors on aurait besoin, ce qui serait idéal, ce serait d'avoir une base orthonormée, mais ça tombe bien, parce qu'on a démontré que φn est une famille orthonormale, qui est génératrice de ce vecteur-là. Donc ça va être automatiquement une base orthonormée de cet espace vectoriel engendré. Donc elle est libre, parce qu'elle est orthonormale, elle est génératrice de vec de φ k, donc c'est une base de vec de φ k, et c'est une base orthonormée, parce c'est une famille orthonormale. Et donc du coup, on a une expression du projeté, c'est la somme des g scalaires φ k fois φ k. Donc voilà pour ce projeté. Donc ensuite, on vous demande d'écrire une fonction Python, d'écrire en Python des fonctions qui vont donner Pn de f. Donc pour ça, on regarde un petit peu ce dont on a besoin. Donc on veut calculer en fait Pn de g, donc une somme. Il faut savoir calculer un produit scalaire ici. Et puis il faut sommer derrière. Donc là, on va créer plusieurs fonctions. Une fonction qui renverra la valeur, une fonction qui va simuler la fonction φn, la fonction mathématique φn. Une fonction qui calcule un produit scalaire. Une autre fonction, là, on va définir la fonction f aussi, donnée dans l'énoncé. Et enfin, on va calculer la somme. Donc on va définir une fonction qui nous donnera Pn de f. Et enfin, on va tracer les courbes. Donc on définit effectivement f, la fonction f avec le lambda. Donc je vous rappelle que lambda c'est un mot-clé qui permet de définir une fonction. Donc lambda x de point. Donc on aurait pu faire la même chose en écrivant def f de x return
x au carré fois cos x. Ça va donner exactement la même chose. Donc après, on définit la fonction var phi de n. Donc je veux que cette fonction-là, var phi à n, renvoie la fonction var phi de n. Donc je renvoie une fonction avec le mot-clé lambda ici. Ensuite, je définis une fonction qui calcule le produit scalaire de f et g. Donc f et g sont deux fonctions d'entrée. Et pour ça, je vais utiliser la fonction quad du module cp.integrate qui calcule l'intégrale. Et l'intégrale de quelle fonction? La fonction qui a x associe f de x fois g de x. Donc encore une fois, le mot-clé lambda ici. Entre 0 et pi sur 2. Et j'envoie la valeur a. Donc je vous rappelle que la fonction quad vous renvoie la valeur de l'intégrale et la précision. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la valeur de l'intégrale. Donc je récupère le couple et je renvoie que le premier terme du couple. Et enfin, la fonction Pn de f. Donc qui va renvoyer une fonction. Je veux encore une fois qu'elle renvoie une fonction. Donc cette fonction, c'est quoi? C'est la fonction qui a x associe la somme de quoi? Des éléments de cette liste-là. Donc c'est une liste par compréhension que j'ai créée ici. Donc cette liste, qu'y a-t-il dans cette liste? Le produit scalaire de f et var phi k fois var phi k de x. Donc c'est en fait les éléments de ma somme qui sont ici. Donc attention, j'ai x est donné, donc c'est à x associe cette somme-là avec un phi k de x à la fin. Pour k in range n, là j'ai oublié de modifier, c'est un n plus 1 qu'il faut mettre. Et une fois qu'on a ça, on a défini notre fonction Pn de f. Donc maintenant on n'a plus qu'à tracer. Donc pour ça on veut tracer sur 0 pi sur 2. Donc on prend un pas, enfin on coupe 0 pi sur 2 avec 101 points. Donc x ça va être une liste d'abscisses régulière avec un pas de pi sur 2 sur 100. Et on va former les ordonnées. Donc pour former les ordonnées, on va calculer les images de chacun des x qui se trouvent dans la liste des abscisses. Utiliser ce genre d'écriture, donc cette liste par compréhension, nous assure d'une chose, c'est qu'il y aura automatiquement le même nombre d'éléments dans la liste x et dans la liste y, et donc que le PLT-plot se passera bien. Et vous voyez, on a la liste des abscisses. En fait, on calcule la liste des images pour chacune des abscisses. Et on utilise un PLT.show derrière. Et vous remarquez que cette partie-là, je l'ai mise dans une boucle for, parce que moi je veux tracer la fonction Pn de f pour tout n compris entre 0 et 20. Donc on va regarder ce que ça donne en Python maintenant. Donc en Python j'ai... Alors, ouais. Je vais descendre un petit peu. J'ai écrit mes commandes donc exactement comme dans notre fichier. Donc je lance l'exécution. Il faut attendre un petit peu parce que c'est un peu long. Il y a beaucoup de calculs à faire quand même ici. Et on obtient ce tracé-là. Donc quand on regarde un petit peu ce qui se passe, je vous rappelle qu'ici, il y a quand même 21 courbes qui sont tracées. Oui, 21 courbes. Donc comme il y a 21 courbes, on n'a pas l'impression d'en voir 21. Et si on zoome un petit peu, notamment sur ce coin-là, on voit que quand même, il y a beaucoup de courbes qui ont l'air d'aller vers le même endroit. Et donc, on se dit qu'il semblerait qu'il y ait convergence uniforme. Donc ça pourrait être une conjecture qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que la suite Pn de f converge uniformément vers une fonction. On peut aller plus loin en se disant que si on trace ici la fonction, donc j'ai tracé juste... je ne l'ai pas dit ici, mais mon n était égal à 20, c'est la dernière valeur qu'il a prise, donc j'aurais mieux fait de le réécrire ici, n égale 20, ça aurait été plus clair. Et si je trace cette fonction-là, donc je trace P20 de f et la fonction qui a x associe x carré fois cos x, regardez la courbe, on voit qu'elles sont très très proches. Alors bien sûr, si on zoome beaucoup, on voit une légère différence, mais il semblerait qu'elles soient très proches. Et donc il semblerait qu'on ait convergence uniforme de la suite Pn de f vers... merde, c'est pas celui-là. Qui est convergence uniforme de la suite Pn de f vers une certaine fonction, et cette fonction-là, il semblerait que ce soit x carré cos x. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai tracé de P, alors 21 ou 20, je ne sais plus, il faudra que je vérifie, mais ces deux fonctions, les tracés sont très proches.
Donc ensuite, on vous demande de démontrer la conjecture qu'on vient de faire. Alors, bien sûr, le problème ici, c'est que dans cette question-là, qui est retranscrite comme ça, prouver cette conjecture, on ne sait pas exactement ce qu'il y a prouvé. Est-ce que je suis allé trop loin, pas assez, etc. Donc, en tout cas ici, si on veut prouver la conjecture, ça veut dire qu'on va devoir s'intéresser au produit scalaire de x carré cos x fois les fonctions phi n, et donc à calculer ces intégrales-là. Alors pour calculer ces intégrales-là, on va pouvoir utiliser la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire le cos A cos B, 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B. Et donc ça nous ramène au calcul finalement de l'intégrale de t carré cos 2nt dt, parce que ça va faire apparaître t carré fois celui-là, plus t carré fois celui-là, mais si je calcule lui, bah, j'aurai l'autre en changeant n à n plus 1. Du coup, je calcule ces intégrales-là, et a priori, pour calculer ces intégrales, on va faire une double intégration par partie, en dérivant à chaque fois la partie polynomiale, donc les t carrés, et en primitivant la partie en cosinus-sinus. Et donc une première VP, ça nous donne ça. Mais quand on remplace en pi sur 2, ça va faire ici du npi, donc qui va faire 0 avec le sinus. En 0, ça va faire 0 aussi. Après celle-ci, je refais une VP en dérivant toujours le t. Donc attention au moins, mais a priori je les ai gérés correctement, donc ça nous fait apparaître ce truc-là. En 0, bah, ça va faire 0 à cause du t. Et en pi sur 2, ça nous fera cosinus npi. Donc il fera un moins 1 puissance n à la fin. Et donc il me reste ce bout d'intégrale là, mais encore une fois l'intégrale de cosinus de nt, on peut intégrer, je vous rappelle qu'on a pris n dans n étoile, ici. Donc toujours, ben, ça nous fait un sur 2n qui apparaît, et quand on remplace en pi sur 2, ça va faire 0, et en 0, ça va faire 0. Donc finalement on obtient que cette intégrale là est égale à ce bloc là. Donc finalement cette intégrale entière, on peut la calculer. On a vu que c'était la somme de ces deux intégrales là, et on remplace chacune par leur valeur. Parce que je vous rappelle que n est dans n étoile et n plus 1 est dans n étoile. Donc on obtient cette formule-là, qui n'est pas forcément très jolie, mais qui pourrait être assez sympathique parce qu'on voit qu'il y a une sorte de télescopage qui pourrait se faire ici. Ensuite, pour n égale 0, donc parce que là on a fait pour n dans n étoile, bah on calcule, donc cette fois-ci ça nous fait t carré cos carré t, et donc on peut encore couper, cos carré c'est cos de t plus 1, avec le 1,5 qui apparaît devant. Et on calcule et on obtient cette formule-là. Alors pour la première intégrale, bien sûr, je me suis servi du résultat que j'ai obtenu précédemment, donc ce calcul-là, pour n égale 1. Et donc j'ai obtenu directement cette valeur-là. Bon, donc on a calculé ces intégrales-là, et donc finalement mon Pn de f de x, on a vu que c'était la somme du produit scalaire de t carré cos t fois phi k. Alors quand on prend les deux phi k, il y aura un 2 sur racine de pi qui va apparaître à chaque fois, donc je les sors, ce sont des constantes, et donc ça me fera du 4 sur pi devant, et je me retrouve avec cette expression-là. Donc on peut la calculer. Pour n égale 0, ben, on va utiliser cette formule-là. Il y avait un 4 sur pi devant, donc on voit que là j'ai du pi sur 4, et là aussi j'ai du pi sur 4, donc ça va me donner cette valeur-là, avec le 1,5 qui reste devant. Et pour k supérieur ou égal à 1, ben on utilise cette formule-là. Et encore une fois, ici je vois du pi sur 4. Là aussi j'ai du pi sur 4. Donc il va s'unir avec le 4 sur pi qui est devant, et donc on va obtenir cette formule-là. Bon, et après, ben, il faut calculer, continuer le calcul. Alors, a priori ici, ça m'a l'air quand même très très barbare là ce que je suis en train de faire. Donc, soit deux possibilités, je m'y suis mal pris. Soit ben, c'est vraiment très très barbare. Bon, s'il faut continuer le calcul, oui, c'est peut-être faisable, mais j'ai pas spécialement envie. En tout cas, voilà. Donc peut-être même que la conjecture qu'on nous demandait de prouver, c'est uniquement la convergence uniforme. Et si c'est uniquement la convergence uniforme, en fait, on se rend compte dès ici, dès ce calcul-là, qu'en fait cette intégrale-là, c'est un grand taux de 1 sur n2. Donc quand je vais calculer celle-ci avec la somme des deux intégrales, ça fera aussi un grand taux de 1 sur n2. Et donc finalement mon produit scalaire, ça va être un grand taux de 1 sur n2, le produit scalaire qui apparaît là. Ce produit scalaire ici avec mon f, ça va être un grand taux de 1 sur k2 plutôt. Ma fonction phi k, elle est bornée parce que c'est un cosinus. Et donc globalement, je vais avoir une somme de fonctions, ici ces fonctions-là. Et chaque fonction, la norme infinie, ça va être un grand taux de 1 sur k2.
Et donc ça veut dire que la série de fonctions convergerait normalement, donc uniformément sur 0 pi sur 2, et que donc ma suite des sommes partielles va aussi converger uniformément. La question qui restera à se poser dans ce cas-là, c'est vers quoi? Il semblerait que ce soit vers la fonction x carré cos x, mais honnêtement, avec ce calcul-là, c'est peut-être mal barré. Donc soit on ne le demandait pas, soit je m'y suis mal pris. Bon, en tout cas, dernière question, donc c'est une question qui aussi est intéressante. Donc on prend une fonction f dans E et on pose u de f égale ça. Alors bien sûr, là, on est un peu perdu a priori, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Ben justement, regardons ce que c'est que cet objet-là. C'est une série de quoi? De fonctions. Alors remarquez bien que pourquoi c'est une série de fonctions? Ben, cette quantité-là, c'est un scalaire, et phi n est une fonction. Donc finalement, mon u de f, c'est la somme d'une série de fonctions, et on va pouvoir utiliser les théorèmes qu'on a sur les séries de fonctions. Donc, montrer que u de f appartient à E. Donc ça veut dire qu'il faut montrer que u de f, donc cette série de fonctions, est continue sur 0 puis sur 2. Donc comme on a une série de fonctions, on veut la continuité, on pense naturellement à de la convergence uniforme, et on va le faire. Donc nous, on doit s'intéresser à cette série de fonctions-là. Et en fait, je vais faire la convergence normale, sur 0 puis sur 2. Donc déjà, mes hn sont bien continues sur 0 puis sur 2. Ben, pourquoi? Parce que phi n, c'est une fonction avec des cosinus, donc ça va être continu. Et le truc qui est devant, c'est un scalaire. Donc tout va bien. Ensuite, je dois maintenant faire de la majorer hn de x, parce que je lui ai dit que j'allais faire la convergence normale, et donc calculer ce truc-là. Alors je me retrouve avec une valeur absolue d'un produit scalaire. Naturellement, je pense à Cauchy-Schwarz, et Cauchy-Schwarz me dit que la valeur absolue de ce produit scalaire est plus petit que le produit des normes, et comme on avait vu que phi n était normé pour le produit scalaire, eh ben c'est plus petit que la norme de f. Attention, ici, il ne s'agit pas de la norme infinie de f, mais de la norme de f associée au produit scalaire défini au début de l'exercice. Et donc je retrouve cette quantité-là, donc je peux la majorer par la norme de f. Et phi n de x, ben rappelez-vous ce que c'est que phi n de x, donc je reviens au début. Phi n de x, c'est cette quantité-là. Et donc ça, 2 sur racine de pi, c'est une constante, et fois un cosinus, et ce cosinus-là, je vais le majorer par 1. Et donc on obtient la majoration qui apparaît là. Donc 2 sur pi fois 1, c'est la majoration de phi n de x. Et le 2n plus 1, je le laisse en dessous. Ici, je voulais faire disparaître la dépendance en x, j'ai gagné. Et donc j'obtiens que ma norme infinie de hn sur 0 pi sur 2 est inférieure à cette quantité-là. Et donc c'est un grand taux de 1 sur n2. Et comme la série des 1 sur n2 converge absolument, par comparaison, ma série des normes, cette série-là, converge absolument. Donc par comparaison toujours, parce que ma série des normes, ma norme infinie est plus petite que cette quantité-là, la série des normes infinies converge. Donc la somme des hn converge normalement, donc uniformément sur 0 puis sur 2. Donc ici j'ai toutes mes hypothèses, la continuité des hn, la convergence uniforme sur 0 puis sur 2, et j'obtiens que la somme de ma série de fonctions est définie, c'est important quand même à vérifier, et continue sur 0 puis sur 2. Et donc ma fonction u de f est bien une fonction continue sur 0 puis sur 2, donc un élément de E. Ensuite, on nous demande de démontrer que l'application qui a f associe u de f est un endomorphisme symétrique. Donc le caractère endo de E dans E, on l'a déjà prouvé dans le premier point. Il reste à prouver la linéarité. Et la linéarité se passe très bien, parce que quand on prend u de lambda f plus g, d'abord on utilise la linéarité à gauche du produit scalaire. Après, on sépare en deux. Et on va utiliser le fait que cette série-là d'une somme, c'est la somme des séries. Pourquoi? Parce que ces deux séries convergent. On l'a prouvé au-dessus. Et donc du coup, on obtient bien que c'est du lambda u de f plus u de g. Donc on a bien ici la linéarité, plus le caractère endo, donc de E dans E. Donc c'est bien l'endomorphisme de E. Maintenant, pour vérifier que c'est un endomorphisme symétrique, on doit calculer u de f scalaire g, c'est-à-dire le produit scalaire de cette somme infinie avec g. Alors attention ici, comme la somme est infinie, il est hors de question d'utiliser la linéarité à gauche du produit scalaire. La linéarité, c'est pour les sommes finies. Donc on va écrire ce que c'est que ce produit scalaire-là. C'est l'intégrale du produit de cette fonction-là fois celle-ci. Donc c'est l'intégrale d'une somme de cette série de fonctions. En
Donc là, on se dit, ben tiens, on aurait envie d'intervertir l'intégrale et la somme. Donc on va essayer d'utiliser un des théorèmes. Et ici, on va être sur un segment, nos fonctions sont définies sur 0 pi sur 2 et continuent sur 0 pi sur 2. Et donc on va essayer de voir si on n'aurait pas convergence uniforme de cette série de fonctions sur 0 pi sur 2. Et si on a convergence uniforme, on pourra intervertir la somme et l'intégrale. Donc on pose hn égale la fonction à l'intérieur de la somme. Donc vous remarquerez que par rapport à la fonction précédente, par rapport au hn que j'ai posé avant, il y a juste un petit g en plus. Enfin juste, c'est déjà pas mal, mais il y a un petit g en plus. Je ne peux donc pas utiliser ce que j'ai fait précédemment parce que ce n'est pas la même fonction. Mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose parce que mes hn sont bien continus. Cette fois-ci, je vais dire que phi n et g sont continus. Et quand je vais vouloir majorer hn de x en valeur absolue, j'obtiens la même chose que tout à l'heure. Donc cette quantité-là, c'est exactement la même. Et il faut que je majore le g de x. Mais comme ma fonction g est continue sur le segment 0 pi sur 2, sa norme infinie existe. Alors attention ici, il y a deux normes différentes. La norme que j'ai pour le f ici, c'est la norme associée au produit scalaire. Et la norme que j'ai sur le g, c'est la norme infinie de g sur 0 pi sur 2. Donc j'ai comme ça démontré que mon hn infini est plus petit que cette quantité-là, qui est un grand taux de 1 sur n2. Et je vais pouvoir conclure de la même manière que tout à l'heure. Donc la série des 1 sur n2 converge absolument. Donc cette série converge absolument. Donc cette série converge. Et donc hn converge uniformément sur 0 pi sur 2. Du coup, j'ai la continuité sur le segment 0 pi sur 2, la convergence uniforme sur le segment 0 pi sur 2, mon théorème d'interversion série intégrale fonctionne, et j'ai le droit d'intervertir ici, de passer de là à là. Et l'intérêt, c'est que maintenant, dans cette intégrale ici, je me rends compte que cette quantité-là est une constante, donc je peux la sortir d'intégrale, et je me retrouve avec cette intégrale-ci, que je reconnais comme étant le produit scalaire de g et de phi n. Cette dernière expression que j'ai obtenue pour u de f scalaire g, elle est complètement symétrique en f et en g. Donc si je calcule u de g scalaire f, je vais obtenir la même chose. Et donc j'ai bien la symétrie de l'endomorphisme u.